Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 65e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 14 mars 2022, enregistrement de notre 65e épisode et fête de ma fille. Salut, bonne fête, Florence. Salut Marc, ça va bien toi? Il fait beau, fait chaud, sortez vos maillots. Non, peut-être pas tout de suite. Non, mais il fait beau, fait chaud. Là. Je reviens de dehors, là, on est bien. Là, on a avancé l'heure, on est sur le bon bord. Ouais, je viens de regarder, il fait 3, effectivement, c'est pas super. Demain, il annonce 7. Écoute, on est correct. La neige va fondre. Mais là, c'est ça, c'est le fun, les journées rallongent, c'est effectivement plus le fun. Hier, je regardais genre à 6h30, il faisait encore clair, c'était bien plaisant. Ouais, fait du bien. C'est juste la nuit, l'heure de moins dans ma nuit, elle m'a fessé d'en face comme un 2x4, mais... Ouais, moi aussi, ça a été, parce que ça a été une fin de semaine festive là, pour nous. Le samedi, c'était avec les parents pour la fête à ma fille, puis le dimanche, c'était avec les amis, fait que 2 journées où est-ce qu'on a reçu du monde. Comment? Toujours bonne idée, un dimanche, une fête avec des amis, boire un peu d'alcool avant le début de la semaine. C'est ça, des petits mimosas, effectivement. Puis vendredi, c'était la fête à un de mes amis, fait qu'on est allé au restaurant aussi. Maintenant, ça a été une fin de semaine festive. D'accord, excellent. Moi, ça a été bien tranquille. Ouais? Ben tranquille, bah non, correct, là, tu sais, j'étais chez des amis, pis tout, là, mais ça a été, somme toute, ça a été plutôt tranquille. Mais cabane à sucre qui s'en vient, j'ai bien hâte. Ça, c'est le week-end prochain. Ouais, écoute, je vais faire une espèce de message d'intérêt public, mais encourager les cabanes à sucre, ils ont souffert depuis 2 ans. Je pense qu'ils méritent notre présence dans les prochaines semaines, vraiment. J'ai des œufs dans le sirop, des oreilles de Chris. Ah, tout ce que tu veux. Des oreilles de Chris, des œufs dans le sirop, de la tarte au sucre, des bines, des saucisses, des marinades. Des bêtes de sœur. Allez les encourager. C'est important. Bon. Yes. Ceci dit. Oui. Je pense que t'as un gin. Ben là, j'ai finalement... Parce que là, ça fait une couple de semaines, on a des invités, je mets ça sur le dos de tout le monde, puis je suis bien paresseux. Mais mine de rien, j'ai accumulé du backlog puis de l'arriérage sur des gins à essayer, des choses comme ça. Donc tu sais, j'avais acheté un gin japonais. Je sais pas si tu te souviens de ça, il y a une couple de semaines. Ça fait quand même T'as parlé de ça, ouais. Bon bout. Je pense que c'était comme début février en plus. Fait qu'on remonte quand même loin. Donc c'est le Suntory Roku que j'ai acheté, qui est un gin japonais, et je l'avais pas essayé encore en martini. Alors, je l'ai fait pour vous. Je me suis lancé. Puis écoute, c'est pas un gin à martini. Alors, non, c'est pas... c'est un gin à cocktail, par exemple. Tu sais, je vais revenir un peu avec ce que tu as déjà dit pour certains gins que toi, tu avais essayé. Tu sais, il est plus agrumes, puis floral que, tu sais, herbacé comme on les aime, là. Tu sais, pour un bon martini avec un gin. Ouais. Donc, je le verrais très bien que, tu sais, mettons un zeste de citron avec du soda ou ou du citron au point ou une espèce de sirop simple d'orange, quoi comme ça, là. Mais martini, c'est pas ça. Fait que là, je le bois, je fais... Je fais avec parce qu'il est mélangé puis il est essayé puis tout ça, mais ce ne sera pas une expérience qui va être répétée malheureusement. Mais la bouteille est folle, le marketing est malade, c'est vraiment ça, je pense que je me suis fait avoir par ça. Mais donc je le recommande parce qu'il est très bon. Mais justement, vu qu'il est trop aux agrumes, c'est moins ça pour combiner avec du vermouth puis de la saumure d'olive. Là. Pour vrai, c'est pas tout à fait ça. Bon, mais j'imagine que pour un Vesper, je vais revenir à ce que j'ai déjà dit, pour un Vesper qui est avec un zeste de citron, d'après moi, c'est excellent. Je vais l'essayer. Ils vont revenir là-dessus. Toi, as-tu quelque chose à nous... Il va laisser un review de ça sur le site de l'SAQ. Un petit gin.
J'ai sauté sur l'occasion parce que là, c'était trop facile. Ouais, c'était bien trop facile. Tu sais quoi le pire? C'est que juste parce que je vais juste dire de quoi avant que tu sautes dans le vif du sujet, mais tu as parlé de review et de SAQ, c'est pour penser, écoute, juste pour me dire que j'étais pas fou, puis que genre, tu sais, mon espèce de papille gustative, mes papilles gustatives me jouaient pas des tours, puis que j'avais bien senti le goût, puis j'allais checker dans les reviews sur la SAQ si j'étais le seul à avoir pensé ça. Eh bien non, donc ça m'a rassuré, par exemple. Voilà. Parle-moi de ça. Moi, j'ai pas de gin, j'ai un martini vraiment poche aujourd'hui, mais j'ai failli y aller hier à la SAQ après le petit party, mais finalement, je me suis dit, ah non, là. un peu chaud d'ail, puis... Non, mais je me suis dit, ah non, là, je vais finir ce que j'ai. Fait que c'est un vieux bombé qui fait la job tout le temps, puis j'ai plus de Noël Prat, fait que là, il me restait du martini avec du jus d'olive reine. Du jus d'olive reine. Ok, donc, fait qu'on est vraiment dans un tout ski basic, martini. Ouais. Mais, je vais être bien franc, il est parfaitement balancé. Il est vraiment bon. C'est mon troisième verre. Non, c'est mon premier, mais il est vraiment bon. Ok. Ouais, j'ai bien réussi aujourd'hui. Je vois d'habitude que, comme d'habitude, il te restait en masse d'olives, fait que... Ouais, puis je me suis même pas donné la peine de mettre des olives avec des noyaux, j'ai mis les olives reines là-dedans. C'est ça? Excellent. C'est ça. Donc, c'est ça, là. Tantôt, j'ai apporté le sujet en parlant de review parce que aujourd'hui, on va parler de social proof, en fait, qui est, Tristan va nous dire sa traduction française qu'il a trouvée. Le marketing social, c'est ça? Ou promotion sociale, ce qui est le mot en vogue, du coup. En France? C'est promotion sociale. Là. Sinon, dans le domaine du marketing, on parle de social proof, qui est, dans le fond, la preuve sociale, en fait, si on veut l'acceptation sociale, dans le fond, des marques. Et c'est tout ce qui englobe les reviews, dans le fond, sur des produits quand on magasine en ligne. Justement, on va aller regarder les reviews pour voir si le produit convient à ce qu'on cherche, voir ce que les gens qui l'ont essayé en pensent, etc. Ça englobe aussi tout ce qui est marketing d'influenceurs, le bouche à oreille, toutes ces choses-là, dans le fond. Fait que ce que nos pairs pensent des produits qu'on achète. Fait que ça va être ça aujourd'hui qu'on va parler. Toi, lis-tu des reviews? Écoute, j'allais dire que je suis à peu près tout ce qui est à l'opposé de la personne un peu qui est comme ciblée par ça puis qui participe activement à ça, parce que comme je viens de te dire tantôt, je peux aller voir des reviews, je peux aller voir des commentaires ou des avis avant d'acheter le gin, le Roku. Je suis allé l'acheter, puis je suis allé après ça lire des commentaires pour être sûr que j'étais pas fou et aller valider certaines choses. Puis je te dirais que c'est moi, je vais jamais lire les commentaires et les avis. Je m'en confesse, puis là, tu vas probablement, on va sûrement avoir un très gros débat là-dessus. Mais moi, je vais jamais regarder ça. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais l'acheter, puis je me pose des questions après. Puis là, c'est peut-être un problème, tu vas me dire. J'en conviens. Mais non, moi, je suis pas quelqu'un qui se sent concerné, ciblé, les avis, je m'en fais pas avec ça. Puis pourtant, je suis quand même conscient, de par la nature de mon travail et la nature de ce que je fais aujourd'hui, que c'est super important, puis que c'est quelque chose qu'on n'avait pas, tu sais, v'là 25-30 ans, des avis comme ça, tu l'as très bien dit tantôt, je pense que c'est l'évolution du bouche à oreille. Tu sais, le social proof aujourd'hui, c'est l'évolution du bouche à oreille. Avant, les gens consommaient des produits parce que, mettons, mon oncle, ma tante, cousin, cousine, frère, sœur, ami, collègue de bureau t'avait dit « Hey Marc-Antoine, ce produit-là, essaye-le, tu vas voir, vraiment bon. » Puis c'était ça le social proof. Tandis qu'avant... Ils envoyaient des sondages, les marques envoyaient des sondages quand il n'y avait pas de commerce en ligne, envoyaient des sondages de satisfaction pour savoir ce que les clients en pensaient, puis après ça, faisaient soit de la publicité avec ça ou l'affichaient dans leur publicité. Mais tu sais, le processus pour ça devait être interminable. Plus complexe. Ben oui. Exact. Fait que, tu sais, tandis qu'aujourd'hui, justement, tu as accès à, non seulement c'est même plus juste tes collègues de travail, tes amis, ta famille qui te conseillent sur des produits, c'est le monde entier qui te donne leurs impressions sur un produit. Mais ça me surprend que tu checkes pas ça, honnêtement, parce que je checkais justement une stat, c'est 87% des décisions d'achat se font suivant une recherche de produits. Tu sais, toi, dans le fond, t'es un acheteur impulsif, si je comprends bien. Compulsif. Je suis un acheteur impulsif, mais je te dirais, par exemple, ceci.
J'achète très peu ou pratiquement pas en ligne, par exemple. Mais qu'est-ce qui fait que tu achètes un produit? Une nécessité, un besoin. Ouais, mais sauf que il n'y a pas juste un fournisseur de chacun des produits. Tu prends le premier qui arrive, tu Je vais fies sur quoi? je vais souvent prendre quelque chose que je connais déjà ou je vais y aller avec mon feeling, vraiment. Là. Je suis pas nécessairement impulsif parce que je vais regarder, tu sais, je vais regarder différents articles qui peuvent répondre à un même besoin, mais j'irai pas checker les avis puis les affaires, ça va pas orienter mon choix. Je vais vraiment y aller au feeling. Là. À moins que je vois, tu sais, parce que la seule affaire je te dirais qui accroche l'œil, par exemple, c'est si des fois il y a des étoiles ou sans nécessairement lire les avis, tu regardes juste les étoiles. Là. Si je vois quelque chose qui a une demi-étoile, ça se peut que je fasse juste pas cliquer dessus, point. Là. Mais non, je vais pas lire, je vais pas regarder, parce que même si un article, des fois, là, c'est toi qui sauras me le dire, en fait, c'est que même si un article, mettons, tu le regardes, il y a 4 étoiles, ça veut pas dire que tout le monde a apprécié son expérience avec quelque chose non plus. Là. Non. Mais ben en fait, là, c'est parce qu'il y a aussi le phénomène des fake reviews, là, dans le fond, qui est de plus en plus présent sur des plateformes comme Amazon et puis. Ça, c'est ce que tu m'as envoyé tantôt, là, à lire en prémisse de notre. Ouais. Parce que beaucoup de gens le font, en fait, mettre des faux reviews sur des fiches produits. Faut savoir que c'est toutes les plateformes de commerce en ligne, c'est contre les politiques de ces plateformes-là. On peut le faire si on veut, mais il y a un enjeu éthique à ça, puis il y a aussi comment je peux dire, ben, éthique premièrement, puis deuxièmement, est-ce que tu es prêt à risquer la crédibilité de ton brand pour avoir un peu plus de reviews pour faire des ventes sur le court terme? La question se pose. Là. Mais j'ai une question pour toi par rapport à ça. Est-ce que, parce que, tu sais, on sait, puis je pense qu'on en a déjà parlé dans un de nos podcasts précédents, je suis pas mal certain, mais tu sais, il y a une possibilité d'acheter de l'audience sur les réseaux sociaux. Tu sais, d'acheter des followers, en fait, là, si on ouais, veut. Y ouais, a-tu possibilité d'acheter des reviews? ouais, Pour vrai? ouais. OK. Mais c'est des pratiques qui sont contre toutes les politiques de. OK. C'est un peu, c'est du. Tu sais, mettons, dans le SEO, là, qui est le référencement organique, Ouais. t'as ce qu'on appelle dans le temps, ben, il y a encore sûrement des techniques, là, je suis un petit peu moins ça, mais dans le temps, il y avait ce qu'on appelait du Black Hat SEO. Donc, OK. c'est toutes des pratiques qui sont comme shady un petit peu, là, tu sais, comme borderline legit, si tu veux. Puis dans le temps, une des pratiques, tu sais, comment fonctionnent les moteurs de recherche, c'est que sur ton site web, tu as du texte, tu as du contenu, tu as des balises, dans le fond, qui identifient les sujets de tes pages, les descriptions des pages, etc., que dans le fond, les moteurs de recherche comme Google vont lire et puis ils vont se fier là-dessus pour classer ton site en fonction des recherches qui sont effectuées. Donc, plus ton site a de pages pertinentes par rapport à plusieurs recherches qui peuvent être effectuées selon certains mots-clés, ben, plus ton site va sortir haut dans les moteurs de recherche. Il y avait ce qu'on appelait avant, ça s'appelait du keyword stuffing, c'est-à-dire que les gens sur leur site web pluguaient tous les mots-clés qui, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu ça, t'arrivais dans le bas de la page, là, pis t'avais genre à peu près 75 mots-clés par rapport. Oui, ça Bon. c'était vraiment c'était comme du keyword junk, stuffing. Ouais. Ça s'appelle du keyword stuffing, fait que tu plugues tous les mots-clés, et dans ce temps-là, les algorithmes des moteurs de recherche étaient pas aussi développés. Fait que c'était une technique qui fonctionnait à ce moment-là. Mais là, un moment donné, Google a fait non, si on voit qu'il y a du contenu qui est, tu sais, qui a pas rapport puis que c'est juste justement du keyword stuffing. C'est garoché puis t'es pénalisé. Fait que dans le fond, ouais. Fait que là, ce que le monde a commencé à faire, c'est qu'il mettait du texte, il faisait encore du keyword stuffing, mais sur un site blanc avec un fond blanc. Okay. Fait que le texte paraissait pas aux yeux de l'utilisateur, mais il paraissait aux yeux du moteur de recherche. Okay. Fait que ça, c'était une autre technique qui était du Black Hat SEO qui fait que, dans le fond, les gens après ça, pas les gens, mais les moteurs de recherche ont commencé à punir ça. Fait que, tu sais, maintenant, tu peux plus vraiment tromper les algorithmes. C'est tellement rendu évolué que toutes les petites techniques, tu sais, dans le fond, là, on parle de SEO, mais dans le fond, Google, ce qu'il veut, c'est du contenu authentique, puis qui répond pour vrai à des questions que les gens posent, mettons, sur Google, etc. Fait qu'ils vont récompenser les sites web qui ont des pages qui répondent à ces questions-là ou qui sont pertinentes par rapport à la recherche qui est effectuée. Fait que, tu sais, même si tu mets des belles tournures de phrases juste pour plugger tes mots-clés, ben, tu sais, Google s'en rend compte. En fait, je dis Google, là, c'est les petits robots indexeurs de Google. Ouais, mais l'intelligence artificielle, en fait, là. Exact. Fait qu'au niveau de ça, c'est au niveau des sites web puis Google, mais au niveau de, mettons, des réseaux sociaux, sur Facebook, il y avait une pratique dans le temps, je voyais plein de pubs passer,
des gens qui disaient achète des likes à 1 cent. Fait que je peux te vendre, mettons, 1000 followers ou 100 000 followers, etc. Ça s'appelle des click farms, dans le fond. Puis ça, ben, c'est généralement, c'est des endroits, là, c'est littéralement des click farms, là, des fermes à clics, où est-ce qu'il y a plein de monde qui sont là avec des ordinateurs, puis ça se passe généralement dans des pays sous-développés, tu sais, à l'autre bout du monde. Ou en fait, développement, là, Où est-ce que dans le fond, c'est des gens qui vont, tu sais, tu vas aller voir, tu vas avoir des gens d'Afghanistan ou ben de Pakistan ou whatever, tu sais, qui vont aller liker les pages, follower des pages de personnes pour augmenter le nombre de followers. Mais là, le problème qu'il y a avec ça, c'est que si vous décidez de faire ça, ben, premièrement, le monde est pas cave. C'est sûr que si t'es un restaurant de quartier, mettons, ou une petite épicerie de quartier, puis que t'as 100 000 followers sur ta page, c'est pas normal. C'est pas normal. Puis l'autre problème qu'il y a avec ça, c'est que maintenant, avec l'algorithme, il y a de plus en plus de publicité sur Facebook, sur les médias sociaux, la portée organique, dans le fond, est vraiment plus dure à atteindre. Puis en général, tu vas rejoindre entre 3 et 5% de ton following sur Facebook quand tu vas faire une publication. Puis dans le fond, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est que, mettons, tu fais une publication, c'est dans les, tu sais, il faut que ça se passe dans les minutes que tu as fait la publication. Si elle est repartagée, commentée, likée, ben là, à ce moment-là, Facebook, l'algorithme va se dire, bon, parfait, cette publication est pertinente, je vais la présenter à plus de monde de l'audience. Okay. Mais si tu as une audience qui a été achetée, ce qui va arriver, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire des publications, tu n'auras pas d'engagement sur tes publications. Parce que le monde en Afghanistan, ou peu importe dans le pays qui ont liké ta page, s'en foutent de ton contenu. Dans le fond, l'idée, c'est juste de gonfler artificiellement ta base de following. Fait que tu vas être pénalisé par l'algorithme parce qu'à chaque fois que tu vas publier de quoi, il n'y aura pas d'interaction. Fait qu'à chaque fois que tu vas republier de quoi, Facebook va se dire, ben, c'est pas pertinent lui ce qu'il dit parce que ça fait 10 fois, mettons, qu'il publie quelque chose puis il y a genre 1 ou 2 likes, mais il y a 100 000 followers, ce qu'il fait, c'est pas bon pour sa communauté, on va moins le présenter. Ce que ça va faire que sur le long terme, moyen terme, moyen long terme, ça va te coûter extrêmement cher de publicité parce que si tu veux rejoindre du monde, il va toujours falloir que tu payes. OK. Fait que c'est ça. Fait que oui, ça s'achète des fake reviews, même chose. Mais sauf que ça aussi, les algorithmes maintenant ont des manières de le savoir s'il y a des fake reviews. Puis les utilisateurs aussi sont de plus en plus conscients que ça existe. Il y a plein de techniques de le voir. Là, si tu vois, mettons, une compagnie que toutes les reviews ont été faites dans le même mois, ben tu sais qu'il y a eu une campagne de reviews qui a été commandée dans le fond dans ce mois-là. Ben tu le sais, ça te donne un indice que si tous les profils qui font des reviews sont pas vérifiés, mettons, ou que c'est tous des profils sans photo, ou qu'ils n'ont aucun autre review à part celui qu'ils ont mis sur ta page, ben c'est un autre indice que cette personne-là, sûrement soit qu'elle connaît, ou c'est un ami, ou elle travaille là, ou ben c'est une firme de marketing qui est engagée pour faire des reviews sur cette compagnie-là. La manière que les reviews sont écrits aussi. Souvent, tu vas reconnaître les fake reviews quand c'est écrit au jeu, souvent. Puis, ça va te donner des spécifications du produit et non des bénéfices que ça a apporté. Fait que, dans le fond, les gens, tu vas voir les reviews, ça va être écrit qu'est-ce que le produit, c'est quoi ses caractéristiques techniques, mettons. Plus que l'appréciation ou Ben, c'est parce que ça paraît, parce que la personne qui écrit les reviews est pas qu'elle est biaisée, mais elle est dans un mindset de... Tu sais, elle l'a pas essayé pour vrai le produit généralement. Non, elle sait juste l'information pertinente dessus, puis elle l'utilise. Exact, fait qu'elle va juste garocher de l'information pour essayer de vendre le produit comme ça. En fait, il n'y a aucune émotion rattachée à ce qu'elle écrit. Tandis que d'habitude, un avis que tu vas publier sur un produit, il va avoir quelque chose d'émotif parce que ça va être rattaché à un sentiment que tu as eu dans l'utilisation d'un service ou d'un produit, ce qui est complètement différent. Exactement. Fait que là, on parle de reviews puis de social proof. Moi, personnellement, je les lis, les reviews. Quand je vais acheter quelque chose, je vais aller les regarder, les reviews. Puis, dans le fond, faut savoir aussi que les acheteurs ont besoin d'à peu près une quarantaine de reviews online pour penser que c'est vrai. T'sais. Si t'arrives sur un produit puis qu'il y a genre 2-3 reviews, c'est moyen. Tandis que plus t'as de reviews, mieux c'est. Mais aussi, puis je pense que des fake reviews, tu vas en voir aussi, surtout sur Amazon, quand t'as des produits qui sont facilement copiables. Tu sais, t'arrives pis t'as une bébelle, là, que, mettons, tu sais, un bon exemple que j'ai, là, c'est des guns à massage. Tu sais, c'est quoi, là? C'est comme avec une boule, là, des genres de Terragun, là.
J'en ai un, moi, chez nous, là, c'est avec une boule, puis ça vibre, là, puis ça fait des massages. Premièrement, c'est vraiment débile, ces affaires-là. Mais si tu googles, pas si tu googles, mais si tu Amazon It, dans le moteur de recherche d'Amazon, massage gun, tu vas avoir à peu près 100 types de massage gun qui sont tous le même en bout de ligne avec une marque différente. Puis probablement fait en Chine, si tu vas sur le site d'Alibaba ou un autre fournisseur de produits comme ça chinois, ben tu vas retrouver ce même produit-là à genre 30-40$. D'ailleurs, ça c'est un bon truc quand tu vois des bébelles sur Amazon, genre des cases à cellulaire, tu sais, des produits, des très génériques, là. Très génériques, là, genre de consommation rapide, quasiment achat impulsif. Là. Tu vas voir sur Alibaba combien ça peut coûter ce même produit-là, c'est exactement la même affaire. Souvent, c'est des compagnies de dropshipping, dans le fond, qui n'ont même pas l'inventaire physique sur Amazon. Ils passent par eux autres, puis ils font des commandes. Exactement. Fait que sur ces produits-là, tu vas avoir beaucoup de reviews parce que dans le fond, t'as plein de compétitions, tu sais. Puis c'est des reviews généralement qui vont peut-être être un petit peu moins authentiques. Mais moi, je les lis comme tel, comme je te dis, les reviews. Est-ce que tu les lis, mais est-ce que tu participes aussi à ça? Je laisse pas de reviews. J'en laisse pas. Ouais, ok. Ouais. C'est là qu'on est différent. Parce que moi, tu vois, même si je les lis pas, des fois, je vais aller écrire de quoi si j'ai vraiment été deux choses. Premièrement, très déçu, ou deuxièmement, très satisfait. Je vais aller l'écrire, je me gênerai pas pour aller l'écrire. J'en laisse pas. Ok. Pendant que tu manges des olives. Mais ça, c'est fou parce que... Je me gâtais une petite olive. Ouais, non, mais tu sais, il y a vraiment deux types de personnes. Moi, je les lis pas, mais je vais aller en écrire, tandis que toi, tu vois, tu te fies beaucoup à les lire, mais tu vas jamais aller, après ça, laisser un avis ou quelque chose comme ça sur un produit. Puis même, en fait, ma sous-question à ça, c'est même si, mettons, une compagnie, parce que je sais comment ça marche un peu maintenant par la force des choses, là, mais même si une compagnie à laquelle tu as acheté un produit te sollicite pour, mettons, aller laisser un avis, quelque chose en échange d'un rabais ou n'importe quoi, tu vas pas participer, tu vas pas embarquer là-dedans du tout? Ça dépend. En fait, si c'est... Ouais, puis c'est drôle que t'en parles parce que nous, on le fait dans ce qu'on fait ensemble. Oui, c'est pour ça que je te dis, je sais un peu comment ça fonctionne. En fait, tu sais, exemple, j'ai acheté des lunettes fumées l'année passée sur un site X là, de commerce en ligne qui est pas une compagnie que je connais. Fait que tu vois, ça, c'est une bonne affaire où est-ce que je vais aller lire les reviews. Fait que j'ai été regarder les reviews, j'ai été voir, tu sais, puis souvent, pour des produits comme ça, t'as des reviews où est-ce que les gens vont mettre des photos du produit comme tel, tu sais, qui est pas stagé, là. Genre, tu vois la personne, elle a, mettons, les lunettes d'en face, puis tu vois c'est quoi le vrai look des lunettes comme tel, plus que sur les photos, tu sais, optimisées, croppées, photoshopées, etc., sur le site web, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, j'aime ça. Fait que j'ai regardé les reviews. Après ça, tu sais, tu vas voir, là, si, mettons, il y en a des fois, ça vaut rien, tu sais, ils mettent une photo, les lunettes sont cassées, tu sais. Ça m'est déjà arrivé d'en voir des trucs comme ça. Ben là, je me suis fié là-dessus. Mais sauf que j'achète pas des lunettes aux 30 jours, tu sais. Fait que même si la compagnie m'écrit pour me dire, ben, envoie un review positif, puis tu vas avoir 10% ou 15% ou peu importe % sur ton prochain achat, ben, je m'en fous un peu parce que j'ai pas besoin d'en racheter d'autres. Pour une compagnie comme vous, est-ce que c'est du repeat, que dans le fond, on essaie de créer une habitude, puis que c'est un produit, dans le fond, qui vient à échéance, si tu veux, parce que c'est consommable, puis après un certain nombre de temps, ben, t'as besoin d'en racheter. Là, c'est plus pertinent de l'offrir, parce que je sais que tu sais, si je l'ai aimé le produit, je vais en racheter, parce que la bouteille est finie, tu sais. Fait que je vais aller laisser le review, parce que pourquoi pas, j'aurai un rabais sur ma prochaine achat, tu sais, ça va être plus pertinent, je trouve, que pour un achat qui est moins fréquent, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, il y a d'autres manières, tu sais, il y a d'autres manières pour aller chercher des reviews pour des compagnies de sites, de produits qui sont pas des produits répétitifs, si tu veux. Mais bref, là, dans ce cas-là, non, je laisse pas de review. Puis j'achète pas tant que ça de produits qui ont un repeat, si tu veux. Tu sais, je suis pas abonné à genre des crèmes mensuelles, tu sais, mettons, ou ben des, tu sais, mettons le Razor Club, là, $1 Million Razor Club. Ouais, on a. Ouais. Je suis pas abonné à ces genres de choses-là. Fait, mais peut-être que je le ferais, effectivement, si on me sollicitait, mais ça fonctionne. La preuve, on en a des ventes qu'on voit des gens qui vont laisser le review sur le site, puis c'est une bonne façon d'aller chercher du social proof sans payer, si tu veux, pour avoir des faux reviews. Parce que la personne qui va laisser le review a vraiment acheté le produit, tu sais. Puis si elle l'a pas aimé le produit, ben tu sais, elle voudra pas un rabais pour le racheter, elle va pas juste pas le racheter, tu sais. Non, effectivement.
Fait que puis ça, en ayant ça, tu sais, c'est ce qui contribue justement au social proof, ben c'est que justement pour des gens comme moi, puis pour 87% et plus des gens qui se fient là-dessus, ça a un effet rassurant. Tu vas sur le site, puis quand tu vois justement des reviews qui sont authentiques, de vraies personnes qui ont laissé le review, ou que tu feels que dans le fond c'est un vrai review, ben ça renforce, si tu veux, le social proof, ça renforce un petit peu ta confiance que tu vas avoir en achetant le produit versus si t'es pas sûr. Tu sais, mettons, t'arrives sur le site, le même site, puis t'es pas sûr d'acheter le produit, le review positif peut faire en sorte que tu mets ta carte de crédit versus s'il y a aucun review, tu vas peut-être te dire, ah, je suis pas assez sûr, je vais attendre. Ouais. Mais, tu sais, parce qu'on est quand même la génération, pour vrai, qui a vu l'espèce de transition là-dedans. Là. On est la génération qui a passé de... Il n'y avait pas de review sur le web, c'était plus parents, famille, amis, collègues qui nous recommandaient quelque chose. Puis je vais t'expliquer pourquoi je te pose la question. Aujourd'hui, mettons, on fait un arrêt sur image, on est en 2022. À quoi tu fais le plus confiance encore? Les avis et les recommandations des gens autour de toi ou les avis et les recommandations des gens sur le web? Je te pose la question parce que je révisais des statistiques pendant qu'on parlait. Puis tu sais, il y a encore 80% des gens, 82% en fait des gens qui se fient encore et toujours plus à l'opinion d'un parent, famille, ami, collègue. Par contre, en revanche, il y a 70% des gens qui avouent qu'ils vont quand même acheter un produit en se fiant à une recommandation ou un avis publié sur le web d'une personne qu'ils ne connaissent pas du tout. Fait que tu sais, c'est un peu en tout cas, c'est un peu paradoxal. Tu sais, t'as du monde qui. C'est sûr autant que t'as du monde qui font encore confiance qu'ils vont dire qu'ils vont être capables de faire confiance à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout. Là. Ben, c'est sûr que si. Tu sais, on s'entend que le truc le plus puissant, mettons, c'est quelqu'un que tu connais qui est proche de toi, qui te recommande un produit. Je pense que le bouche à oreille, c'est encore et toujours l'affaire la plus efficace dans le monde. Hein. C'est pas une tactique marketing, là, mais tu sais, quand même, ça reste le plus efficace. Le social proof, dans le fond, le plus efficace. Tu sais, c'est au même titre que, exemple, moi, pour aller chercher des clients. J'ai-tu plus de chance si, mettons, je mets des reviews? Tu sais, oui, j'ai des reviews positifs, mettons, sur Google Business, sur ma page Facebook. Ça peut attirer du monde, mais quelqu'un qui me réfère à quelqu'un directement, puis que la personne m'appelle, qui me dit « j'ai été référé par », ben là, je pars déjà avec 50% et plus de la job de fait. Parce que la personne a déjà une confiance, il y a quelqu'un qu'elle connaît qui m'a référé. Versus, sur mon site web, il y a des reviews, ben là, je te dirais, OK, mettons que je fais de la prospection, puis j'appelle du monde, puis la personne, bon, on a terminé l'appel, puis elle décide d'aller voir Stratomedia, qu'est-ce que c'est, puis là, elle voit des reviews, ben là, tu sais, ça va jouer dans la balance, versus s'il y a rien pantoute. Mais le bouche à oreille, effectivement, je pense que c'est le plus efficace de tout, sauf que, ben là, c'est ça, tu sais, il faut que tu essayes de faire que, tu sais, est-ce que tu parles au monde que tu connais de tout ce que tu as acheté tout le temps? Sûrement pas, tu sais. Ouais. Fait que juste les affaires qui te marquent vraiment parce que l'expérience usagée, le packaging, peu importe, est vraiment hot ou que tu achètes un produit qui a des bénéfices sur toi, dans le fond, ton mode de vie, peu importe, qui sont vraiment wow, puis que t'es comme, tu sais, faut que j'en parle. Mais, tu sais, c'est ça, t'as dans le fond aller chercher de la nouvelle clientèle, c'est plus facile d'aller chercher ceux qui sont proches de ton réseau. Après ça, il faut que tu ailles chercher du monde qui te connaissent pas. Puis comment tu fais pour leur rendre confiance? Ben, c'est en montrant justement des témoignages de clients satisfaits. Il n'y a pas vraiment d'autre manière, tu sais. Mm-hmm. Parce que t'as bien beau faire toutes les tactiques de reciblage de quelqu'un qui arrive sur ton site web puis tu représentes une autre pub après. Je veux dire, t'as beau y représenter une autre pub après, s'il retourne sur ton site après puis qu'il n'y a pas plus d'informations qu'il y en avait la première fois, ben, tu vas peut-être en convertir un peu, mais pas tant que ça. Tandis que si après ça, on fait un reciblage de monde qui connaissent déjà, mais avec une pub, exemple, d'un témoignage, ben là, tu rajoutes un petit quelque chose. Ou avec une pub vidéo d'un ambassadeur ou un influenceur qui utilise tes produits, puis que tu vois le produit en action, ben ça rajoute encore une crédibilité. Tu sais, on parlait des influenceurs, puis des micro-influenceurs, puis des ambassadeurs qui font partie comme tel du social proofing.
ben, tu sais, si toi, tu suis un influenceur, peu importe son nom, puis que t'aimes ce qu'il fait, t'aimes son lifestyle, t'aimes les, tu sais, comment, ben, ce qu'il fait, dans le fond, en général, les produits qu'il utilise, ben, s'il te recommande un produit comme tel, qu'il l'utilise, ben, tu sais, t'as plus de chances de dire, ah, ce produit-là, il doit être bon, tu sais, cette personne-là que j'aime l'utilise. C'est sûr que là, il y a différentes manières, tu sais, t'as des, tu sais, puis je te parle pas des influenceurs, des participants de télé-réalité, là, qui vont aller promouvoir une marque de cosmétiques ou qui vont promouvoir, tu sais, qui vont promouvoir n'importe quel produit que quelqu'un va lui proposer en échange d'une coupe de piastres, là. Ouais. Je te parle, tu sais, plus des ambassadeurs, mettons, d'une marque, tu sais, que oui, c'est une pub déguisée comme telle, mais tu sais, c'est pas, ça fit avec le lifestyle de la personne, tu sais, c'est pour ça qu'il y a quand même une job de choisir avec qui les marques veulent s'associer. Mais tu vois, il y a quelque chose quand même d'intéressant parce que quand tu checkes justement encore les chiffres, c'est assez éloquent. On parlait tantôt que ça tournait autour de 90%, je pense, 92% le monde qui vont acheter en voyant des reviews sur, mettons, Amazon ou sur le site web d'une entreprise. Ça chute à 49% quand c'est de se fier à un influenceur sur n'importe quelle plateforme. C'est assez éloquent en termes d'investissement pour une entreprise, de choisir où tu veux vraiment que ton... Mais ta stat, je suis curieux de savoir de quelle année à date. Parce que y a eu, avec tous les scandales qu'il y a eu récemment, tu sais, si c'est une étude qui est quand même assez récente, ça se peut très bien que ça ait droppé à 49%. On est en 2019, quand même pas si longtemps que ça. OK, là. mais tu sais, tu vois, c'est à peu près dans le temps du... c'était quand le Fire Festival? Tu sais, toutes ces affaires-là. C'était pas 2017, ça, genre, quelque chose comme ça? 2017, je me souviens pas de la date. Mais à partir de ce moment-là, étant donné qu'il y a tellement de monde qui a été... C'est parce qu'avant, là, sur les médias sociaux, t'étais pas obligé, un influenceur était pas obligé de marquer qu'il y avait un partenariat rémunéré. Okay. Fait que, dans le fond, il parlait des produits sans qu'on sache, sans que les gens sachent que, dans le fond, il était payé pour parler des produits. Tandis que maintenant, on n'a pas le choix, faut le savoir. Maintenant, on n'a pas le choix. Fait que les gens sont au courant de ça. Fait que c'est sûr que probablement que la confiance envers les influenceurs a peut-être chuté un peu. Mais encore une fois, ça dépend vraiment du type d'influenceur. Si tu suis un influenceur qui promote absolument tout, peu importe, tu sais, des produits. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas rien. Puis que tu sais, dans le fond, il y a aussi le fait que, tu sais, dans le fond, tu suis cet influenceur-là, mais tu sais, c'est, comme je te dis, c'est un influenceur, si tu veux, qui est juste célèbre à cause qu'il a participé à une émission ou, tu sais, qui a du beau linge ou, tu sais, peu importe, qui est pas, que tu sais, ses valeurs sont pas mises de l'avant. Puis que tu t'identifies pas vraiment aux valeurs de cette personne-là, tu fais juste la suivre parce que tu veux voir son lifestyle famous, puis etc., tu sais, puis ses photos dans le sud, ben tu vas peut-être avoir moins confiance quand il va te promouvoir un produit versus si tu suis quelqu'un que, je sais pas, je donne un exemple, tu sais, mettons pour des mamans qui suivent une influenceuse, si tu veux, qui parle de son mode de vie avec les enfants, comment qu'elle concilie le travail-famille, etc. Puis, hey, les filles, tu sais, elle s'adresse directement à son auditoire. Hey, les filles, j'ai trouvé tel produit qui est vraiment débile, ça m'aide beaucoup dans ma gestion quotidienne du calendrier, mettons, familial, exemple. Mm-hmm. Ben là, tu sais, c'est moins déguisé en pub, ça fit vraiment avec les valeurs de l'influenceur, de l'ambassadeur, peu importe. Puis sa communauté va faire « Oh, OK, tu sais, là, je vais peut-être l'acheter. » Parce que ça a rapport. Mais si cette madame-là, cette influenceuse-là qui parle de conciliation travail-famille, je sais pas, elle t'arrive avec une pub de je sais pas moi, de crème solaire auto-bronzante par rapport, qui fit pas pantoute avec ce qu'elle dit d'habitude, ben là, tu sais, ouais, OK, là, tu sais, clairement, elle a été payée pour dire ça, puis tu perds un peu de confiance aussi envers ce qu'elle dit normalement. C'est toute une question de perception, là. Le marketing d'influence, là, puis de social, puis toutes ces choses-là, c'est vraiment une question. Tu sais, la ligne est mince, tu peux perdre facilement la confiance du consommateur. Mais tu sais, en affaires, par exemple, t'es pas sans savoir que tout est une question de chiffre, puis d'investissement, puis de retour sur investissement. Quand je regarde après ça, justement, les calculs qui sont faits, tu sais, quand tu veux, mettons, valoriser ton dollar d'investissement pour avoir des retombées, c'est quand même intéressant de savoir que, justement, si tu investis sur un influenceur, la confiance chute à peu près à 49% des consommateurs. Si tu te concentres sur le site web, ce qui est intéressant puis je disais ça, c'est à chaque fois que tu montes d'une étoile en termes de review sur un produit, c'est fou parce que c'est l'équivalent, les calculs qui ont été faits, c'est que ça a à peu près une incidence de 5 à 9% d'augmentation sur tes revenus.
Fait qu'à chaque étoile que tu augmentes sur ton produit, tu as 5 à 9% plus de revenus qui sont générés grâce à ça. Je trouve que c'est quand même assez pertinent, surtout que tu sais à quel point ça peut coûter cher d'investir sur des influenceurs versus de juste te concentrer sur avoir des meilleurs avis, des meilleurs commentaires, tout à fait. sur ton site web ou sur ta page Amazon, peu importe. Là. Ben, c'est parce que l'influenceur, c'est une personne qui parle de ton produit, tandis que des reviews sur un produit sur ton site, c'est plusieurs personnes qui l'ont essayé puis que tu sais, en général, sont pas payés pour en parler. Ouais. Fait que la confiance est pas mal mieux. Puis c'est juste, faut faire attention, c'est sûr que si tous les produits, 100% des produits sur ton site ont 5 étoiles, là, tu sais, un moment donné, c'est qu'il faut y aller aussi un peu avec le jugement. Tu sais, c'est comme impossible que tout le monde aime tous les produits de... Tu sais, mettons, t'as une vingtaine de produits. Si t'as juste des 5 étoiles, c'est comme quand c'est louche un peu, tu sais. Mais tu sais, il y a aussi d'autres programmes. On utilise nous autres, pour... tu sais, des petits pop-up là, qui disent telle personne a acheté ton produit, tout ça, puis ça fonctionne super bien, tu sais. Parce que le monde veulent se sentir dans la gang, si tu veux. Tu sais, c'est une question, encore une fois, de perception de psychologie humaine. Tu veux, tu veux avoir la confirmation que le produit que tu es en train d'acheter, il y a d'autres mondes qui l'achètent aussi, puis qui l'aiment, tu sais. C'est quoi ton... puis je me pose la question, puis je veux juste savoir si c'est d'une part puis de l'autre, c'est la même chose. C'est quoi pour toi, personnellement, en tant que consommateur, l'outil de promotion sociale de Social Proof qui est le plus pertinent ou qui est le plus pertinent, qui va te rejoindre le plus, qui va faire en sorte que tu vas avoir confiance en un produit ou en un service, versus en tant que le travail que tu fais dans ce domaine-là. C'est quoi, selon toi, pour aller chercher des consommateurs, l'outil qui est le plus intéressant? C'est-tu la même chose de part et d'autre ou il y en a un que toi qui t'atteint plus, mais en revanche, quand tu es dans ton travail, tu en utilises un autre parce que tu le préfères? C'est une question à plusieurs volets. Non, mais ma question, en fait, moi, c'est toi, mettons, en tant que consommateur, Marc-Antoine, c'est quoi qui te percute le plus ou qui est le plus pertinent ou éloquent à tes yeux comme Social Proof? Ça, c'est le premier volet de ma question. Ben, je vais répondre à ce premier volet-là, c'est les reviews sur les produits, moi. OK, bon. Personnellement. Ben, puis bon, on a parlé de bouche à oreille, mais mettons qu'on l'exclut, là, étant donné que c'est pas un... C'est une affaire de base, là, tu sais, maintenant, parce que... Ouais. Mais ça va être les reviews que je vais voir sur le produit, puis, tu sais, si je peux voir du monde l'utiliser le produit aussi, en général, ça va me... Dans ton quotidien, dans le travail que tu fais avec des entreprises, quand je te dis quel outil ou quelle affaire, tu sais, il y a des plugins, il y a un paquet de trucs, tout ça. C'est quoi que toi, tu penses qui est le plus... Est-ce que c'est encore les avis, tout ça, ou il y a d'autres choses que tu trouves encore plus... Ben, les avis, oui. Le petit pop-up qu'on a parlé tantôt, là, il y en a plein, là, Notification X, FOMO. Nous autres, c'est FOMO qu'on connaît. Puis, on parle là, toujours pour des produits de e-commerce, des compagnies de e-commerce. Pour des services, ça s'applique pas vraiment pour mettons, un dentiste, mettons, qui aurait un petit pop-up qui dirait que Ginette de Saint-Sauveur a été se faire brosser les dents là. Plus ou moins. Ça, c'est marrant. Ginette vient de se faire brosser les dents. Ginette a eu son détartrage, tout va bien. Ouais. Tu sais, ça, il y a d'autres manières. Tu sais, là, je me fierais plus sur les reviews, dans le fond, tu sais, j'irais sur la fiche Google My Business, exemple, du monde qui ont été faire l'expérience de ce centre dentaire-là, mettons, qu'est-ce qu'ils ont aimé, tu sais. Je me fierais plus là-dessus, mais pour des e-commerce, le petit pop-up plugin qui dit que d'autres personnes l'achètent pour le faire avec vous, puis pour le faire avec d'autres clients, je vois les résultats. Pour le prix que ça coûte, c'est extrêmement rentable. Ça fonctionne super bien. Faut pas exagérer non plus, là. C'est sûr que tout est dans comment tu le configures aussi, là. Il y en a des pop-up que si tu arrives sur le site, puis c'est un petit site avec 3-4 produits, si le pop-up il arrive aux 3 secondes, ben tu le sais que c'est comme c'est bizarre, mais si tu le balances puis qu'il y en a un aux 20-30 secondes, puis en fait l'affaire avec ça, ce qui est vraiment cool, c'est que ce pop-up-là va aller chercher des ventes réelles. Mm-hmm. C'est pas des faux reviews, là. Ouais, c'est vraiment des ventes réelles de la personne, telle personne a acheté ce produit-là, c'est des vraies ventes qui ont eu lieu. Dans le fond, soit tu peux dire dans la dernière heure, dans les derniers 2 jours, peu importe, c'est des vraies ventes. Fait que c'est pas du fake review. Ça fonctionne très bien. C'est quoi ce que tu détestes le plus en tant que consommateur comme Social Proof,
qui est absolument pas pertinent à tes yeux? Puis c'est quoi aussi la même chose mettons dans ton travail, quelque chose que tu recommanderais jamais à des clients d'utiliser? C'est-tu la même chose ou c'est Ben, j'en ai parlé, là, c'est vraiment les influenceurs qui vont que tu vois que c'est des je veux pas dire ça, mais tu sais, tu vois, c'est des prostituées à commandite, là, tu sais, dans je le fond. pense que t'allais dire un autre mot, mais t'as bien fait de te retenir. Ça paraît, je trouve que ça, à la limite, ça nuit quasiment à la marque, là, à une marque je suis d'accord avec toi. client. Fait que, tu sais, pis ça, je recommanderais, tu sais, des fois, j'en ai eu des clients, on veut faire une campagne d'influenceurs, ok, mais attends, là, tu sais, on va faire une campagne d'influenceurs. Oui, mais comme, as-tu pensé à quel influenceur tu voulais, pourquoi tu veux lui, c'est quoi ses valeurs, est-ce que ça rejoint les valeurs de ta compagnie, etc. Tu sais, il y a un travail à faire en air de ça. Moi, c'est pas quelque chose que je trouve vraiment hot, parce en tout cas, je sais qu'ils se battent pour dire que c'est un métier puis tout ça. Moi, personnellement, je m'excuse, mais quelqu'un qui a fait une télé-réalité qui dit que son métier, c'est d'être influenceur, parce que tu sais très bien qu'il a été faire une télé-réalité juste pour essayer après ça de faire de l'argent en faisant des stories sur Instagram, puis une story en bikini ou une story en chest, puis après ça, une story avec whatever le produit que quelqu'un veut faire. Moi, je respecte pas ça, puis ça enlève toute crédibilité pour les marques pour moi. Il y en a peut-être pour qui ça fonctionne. Mais par contre, comme j'ai dit plus tôt, des bonnes stratégies d'influenceurs avec un bon ambassadeur de marque qui rejoint les valeurs de la compagnie, ça, je suis pour ça. Sinon, comme on a dit tantôt, aller essayer de trouver des manières d'aller chercher des reviews positifs sur la marque, soit en donnant un discount sur un prochain achat. Ça fonctionne bien aussi. C'est quelque chose que j'aime aussi. J'aime aussi les sondages consommateurs. Dans le fond, envoyer des sondages à ta banque de clients pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils aiment de tes produits. Ça, toutes les compagnies devraient faire ça, savoir qu'est-ce qu'on aime, mais qu'est-ce qu'on aime moins aussi, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aille comme produit qu'on n'a pas. Tu sais, ça, c'est du gros insight que tu sais, dans le fond, le plus d'informations que tu peux aller chercher sur ton client idéal pour reproduire, ben le mieux c'est, tu sais. Parce que tu vas améliorer tes produits, tes services, peu importe, pour répondre à ton client idéal. C'est un peu une jungle. C'est ça que je trouve. Ben oui, clairement, là, je veux dire, mais là, c'est plus réglementé. Moi, quand j'ai commencé en web, c'était le Far West, là. Comme il n'y avait aucune espèce de réglementation, là. Mais ça demeure le Far West quand même parce que je me rends compte en te parlant qu'il reste tout plein d'espèces de stratégies qui sont. Le seul mot qui me vient en tête, là, c'est shady. Là. J'ai de la misère à trouver le mot louche. Louche. Ouais, louche, c'est peut-être la meilleure traduction, là, mais des moyens louches. Ouais, je pense que c'est la meilleure traduction à dire. Il y a plein de moyens louches qui existent encore pour aller chercher de la pertinence, des avis, une espèce de crédibilité, mais tu te rends compte en fin de compte que c'est... Mais ça paraît. Si c'est fake, si tu le fais dans l'optique de fausser la donnée, ça paraît. Ouais, c'est ça. Ça paraît parce que c'est pas authentique, puis tu veux te forcer pour essayer de trouver la manière la plus genre créative, si tu veux, d'aller chercher l'objectif que t'as. C'est fake, ça paraît. Ouais, puis je me rends compte, tu sais, qu'en en parlant, c'est assez simple de distinguer quelque chose qui est un peu fake de quelque chose qui est vraiment vrai, parce que clairement, on en a parlé plus tôt, tu sais, un vrai commentaire sur un produit, il va y avoir quelque chose d'émotif de rattacher au commentaire qui a été laissé, parce que ça vient d'une expérience, puis ça l'a déclenché une émotion, quelque chose chez quelqu'un. Ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, ça peut être de quoi, tu sais, je veux dire, du bonheur, plein de choses, là, dans le fond, de l'allégresse, plein d'affaires, là, je veux dire, mais en même temps, tu peux pas te détacher de ça. Fait que clairement, des produits que tu vas voir où est-ce que c'est très factuel, très technique, comme tu disais tantôt, c'est clairement tu sais que c'est un... Tu sais, mettons là, que toi, ton produit que tu as vendu, là, ça a carrément changé la vie à quelqu'un. C'est comme ça va paraître dans sa depuis qu'elle utilise ton produit là, comme elle est rendu, mettons, avec à beaucoup plus d'énergie, tu sais, mettons, on prend un produit comme ça qui donne de l'énergie, peu importe, elle a plus d'énergie dans la journée, elle est plus heureuse, plus, tu sais, elle va le dire, là, le produit a changé ma vie, tu sais, j'ai de l'énergie comme j'en ai jamais eu, merci vraiment, tu sais, tout ça, au lieu de dire, tu sais, je sais pas moi, la vitamine C qui le contient m'a donné vraiment beaucoup plus d'énergie. Tu comprends? C'était une excellente source d'antioxydants. Là, t'es là, OK. Ouais, c'est ça, exact. C'est weird, pis c'est pas senti. Fait que c'est pour ça, comme je te dis, c'est un peu... Puis comme j'ai dit plus tôt, les plateformes de commerce en ligne ont des outils en place, si tu veux, pour reconnaître les fake reviews. Ça peut être... tu sais,
le plus que tu risques, ben, tu peux avoir des amendes, en fait, parce que c'est pas vraiment légal. Puis tu peux même te faire banner ton shop, si tu veux, de ces plateformes-là, chose que tu veux pas. Mais je pense que le pire, c'est que tu peux avoir tu peux jouer la crédibilité de ta marque avec du monde pour, comme tu sais, t'as dit tantôt que l'objectif, c'est d'avoir un retour sur investissement, oui, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, un retour sur investissement long terme, je suis d'accord, mais faire des quick wins en faisant des petites techniques de même à gauche, à droite, sur le long terme, c'est sûr que ça te rattrape un moment donné, puis que là, ça peut te noyer. Fait que ça, c'est pas l'idéal. Mais c'est un peu au même titre que t'es pas supposé d'envoyer des infolettes à des personnes qui se sont pas abonnées à ton infolette. Plein de monde le font. Ils ont des listes d'emails, ils prennent ça de même comme si, j'ai l'email, je vais y envoyer ma pub, puis tout ça. Tu peux pas faire ça. Tu sais, c'est avec la loi C28, là, maintenant, faut que les gens se soient abonnés à ton infolette. Même, je lisais, c'est encore plus fou que ça. J'invite les gens à aller lire sur la loi C28 parce que c'est quand même assez complexe comme affaire. Puis pour vrai, faut quasiment faire affaire avec un avocat quand t'es une compagnie pour savoir genre qu'est-ce que t'as le droit, t'as pas le droit de faire. Savais-tu que techniquement, des représentants ont pas le droit de solliciter des personnes de même à froid qui se sont pas inscrits à une infolette? Ça fait comme pas de sens. Mais selon la loi, supposément, t'aurais pas le droit d'envoyer un email de prospection à un client qui est pas abonné à ton infolette. C'est quand même fou, là, ça. Là. Mais tu sais, comme je te dis, plein de compagnies le font pareil. L'essence même de la vente, c'est du cold call puis du... Mais c'est ça. C'est ça. Plein de compagnies le font pareil. Tu sais, techniquement, tu devrais avoir un lien qui te dit tout le temps tu peux te désabonner. Ben ça, dans toutes les plateformes, si tu veux, de gestion de courriel offrent ça, dans le fond, parce que t'as pas le choix d'avoir ça. Tu peux en envoyer des emails à du monde qui en ont pas. Tu vas-tu te faire prendre? Ben, sûrement pas. Ben, ça se pourrait. T'as une chance, t'as une chance, t'as moins de chance de te faire prendre que de te faire prendre en vrai. Sauf que si tu commences à avoir du monde qui te flague comme spammer, ben là, ça se peut que ton serveur, le serveur, des serveurs de courriel, flague ta compagnie, ton nom de domaine comme spammer, pis ça, si ça t'arrive, t'es dans la merde. Parce qu'après ça, tous tes emails vont finir dans les spams. Mais tu sais, c'est un peu, puis en fait, tu peux avoir des amendes aussi, là, parce qu'au niveau de la loi, ça sera pas légal. Mais c'est comme, tu sais, t'as le droit de rouler à 140 sur l'autoroute aussi. Bien dit. Tu vas te faire prendre, peut-être pas. Puis t'es pas obligé de le faire non plus. T'es pas obligé de le faire non plus, tu sais. Mais tu sais, au même titre que, pour vrai, c'est fou, là. Au même titre qu'il y a des photos, des images droit d'auteur. Savais-tu que si t'achètes des images, mettons, sur un site d'images, c'est pas toutes les images que tu peux utiliser nécessairement pour de la promotion. Tu sais, il y a bien des graphistes, mettons, qui sont abonnés à des banques d'images, puis que pour leurs clients, ils prennent ces images-là, puis mettent les logos, puis ces choses-là. Ben, si t'achètes pas la licence étendue, là, t'es pas supposé de faire ça. Aïe aïe, ok. Ouais. Des affaires comme Big Stock, là, dans le fond, des choses comme ça. Comme Big Stock, Shutterstock, ou tu sais, toutes ces plateformes-là d'images comme telles. Ouais. Tu peux le faire si, mettons, puis encore là, comme je te dis, c'est toutes des affaires qui nécessitent de parler avec un avocat. C'est des technicalités à mort, là. Mais de ce que je comprends, dans le fond, si t'es une compagnie qui est abonnée sur un compte comme Big Stock et tout, qui utilise les images pour ton propre matériel, ça, c'est correct. Okay. Mais si t'es une agence, mettons, comme je te dis, une agence de design, qui achète des images et les revend à ses clients, ça, t'as pas le droit. Ça prend une licence étendue, puis ça coûte à peu près 100$ par photo. Fait le calcul, ça monte vite. Là. Ça monte très vite. Okay. Tu sais, si tu fais, mettons, 2-3 publications sur Facebook par semaine ou sur des médias sociaux, puis tu downloads des images, pas beaucoup de compagnies qui ont 300$ juste en images à mettre. Tu de payer un photographe, de le payer. C'est ça. De le payer de la photo, puis ça va c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'en ai des comptes de même pour des clients. Moi, dans le fond, je prends, c'est soit le client qui prend l'image, puis il t'a fourni. Plutôt, ben, tu lises cette image-là. En général, c'est comme ça. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires au niveau législatif sur le web, là, puis le droit d'auteur et ces choses-là, c'est fou. Bref, c'est un autre sujet, là, mais... Ouais, mais le droit d'auteur, c'est un bon sujet, ça. Puis, tu sais, je suis pas la bonne personne pour en parler, là. Je connais un petit peu, mais ça prendrait vraiment un avocat, là, ou quelque chose de même pour en parler, parce que, pour vrai, c'est tellement complexe comme sujet. Un invité à avoir. Un invité à avoir, mais il va sûrement nous charger. Wow! Mais parlant d'invités, je pense qu'on en est sûr la semaine prochaine? Je sais pas.
Tu as invité la semaine prochaine? On était supposé, mais c'est plus... c'est moi? C'est ma job, ça? Wow! Hey, j'ai commencé à avoir des palpitations. Oh boy! Non, oui. En fait, oui, c'est vrai, il faut que j'écrive, parce que je sais pas si ça va être la semaine prochaine, mais ça fait longtemps qu'on veut faire un épisode et parler du mentorat. Ouais! Puis Tristan et moi, on a chacun des mentors. Celui de Tristan parle juste en anglais, puis étant donné que notre podcast est en français... C'est un peu... ça serait compliqué avec des sous-titres. Mais le mien parle en français. Fait que je lui ai demandé là, la dernière fois quand j'avais un meeting avec si ça l'intéressait, puis il était ouvert, ça lui tentait. Donc ça va être un bon sujet. Faut juste que je valide la date avec lui. Fait que c'est la semaine prochaine ou l'autre d'après. On verra, mais on va certainement avoir un épisode sur le mentorat qui va être assez intéressant. Surtout pour ceux qui partent en entreprise. Là. Moi, dans le fond, quand je suis parti, j'ai quoi que j'ai retenu de mes cours de démarrage, c'est quand ils faisaient la promotion, si tu veux, du mentorat. Je pense que c'est 70% des compagnies qui ont eu des entrepreneurs qui ont eu un mentor qui réussissent à survivre les 5 premières années. Fait que, quand même, c'est là que tu vois que ça fait toute la différence. Ouais, ça aide pas mal, je trouve. C'est sûr qu'ils n'ont pas toutes les... plein d'invités. Là. Ah, c'est vrai qu'on a une bonne stack d'invités. Là. C'est vrai, ça. Ouais. On continue sur notre lancée. D'ailleurs, si vous voulez vous faire inviter, écrivez-nous. Oui, écrivez-nous. On a un talk show maintenant. On est moitié talk show, moitié sujet d'information. C'est ça, pas long. Ça va peut-être être la semaine des 4 martinis, t'as appris ça? Les 4 martinis, oh là là, c'est une autre variante sur le même thème. Là. 4 martinis. Pas payé dans la même scène. Yes. Mais non, c'est ça. Fait que, bref, en tout cas, je sais pas si t'as d'autres choses à apporter sur le sujet. Je pense qu'on a fait quand même pas peu. On a fait le tour, mais tu sais, je trouve ça quand même pertinent, puis la raison on a fait le tour, on pourrait en parler longtemps encore. On pourrait vraiment parler longtemps, mais la raison pour laquelle je voulais toucher à ça aujourd'hui, c'est que on est beaucoup, nous, en ce moment, justement, dans le Amazon, dans toutes les démarches de se retrouver sur Amazon, parce que, comme justement mon mentor m'a déjà dit, c'est drôle qu'on parle de ça, mais tu sais, il m'a dit « It's a pain in the ass, but a necessary evil ». Ça veut dire que ça fait chier faire affaire avec Amazon, mais t'as pas le choix parce que ça fait partie de la game aujourd'hui, puis... c'est ça. C'est quand tu es dans le monde de la vente au détail, t'as pas le choix d'utiliser Amazon aujourd'hui. C'est bien correct, mais tout ça vient avec un paquet de choses de mise en place, notamment au niveau des avis qui sont laissés par les gens, mais au niveau aussi de la publicité, du marketing et tout ça. Mais un des gros enjeux quand on parle avec nous, on est accompagné par une entreprise qui nous aide dans notre positionnement sur Amazon. Parce que c'est une job, juste ça, c'est une job. Les avis. Ouais, exact. Fait que là, on est là-dedans, là, tu sais, là, comment générer des avis, aller chercher, puis tu sais, de façon organique, là, il n'y a pas d'affaire, justement, d'aller faire du fake, tout ça, c'est une compagnie qui est très sérieuse, c'est une grosse entreprise avec laquelle on fait affaire, qui a des clients très connus. Fait que ça, eux autres ne veulent pas brûler leur nom en faisant des pratiques, justement, louches, là. J'utilisais le mot chez t'aurais pu partager quelques techniques qui vous ont proposé. Ouais, mais tu sais, je suis au balbutiement de ça. Là. En fait, nous, notre catalogue vient d'être mis en ligne, il est live, puis là, on est en train, là, justement, cette semaine, j'ai une présentation, puis on est dans toutes ces démarches avec eux autres. Donc, je vais en apprendre beaucoup, je vais en avoir à partager. C'est une courbe d'apprentissage qui est vraiment énorme pour moi en ce moment, mais je trouvais ça le fun de un peu toucher à ça, puis de parler à ça, parce qu'il y a tellement d'affaires aujourd'hui, puis on est tellement bombardé de plein d'outils de social proof, de promotion sociale à tous les jours. C'est pas tout. T'es pas obligé d'être sur toutes non plus, tu sais. Faut que t'es pas obligé d'être sur toutes les plateformes non plus, tu sais. Tu veux être sur les plateformes où est-ce que tes clients sont. Mais le social proof, je pense que c'est une base, là, si tu veux. En fait, en général, pour des e-commerce, surtout dans des domaines où est-ce que c'est compétitif, parce que ta manière de te démarquer, c'est avec des avis. Mais c'est ça. Ouais. Well. Fait que, Kim, bon épisode, encore. Toujours. On est tellement pertinent. On a toujours peur de ne pas avoir grand-chose à dire, puis après ça part. Feu roulant. On trouve tout le temps quelque chose à dire. Ouais. Fait que, on parle de nos plateformes bien vite, en fin d'épisode, pour ceux qui se sont rendus jusque-là. Dans le fond, si vous nous écoutez, c'est sûrement sur votre plateforme préférée, mais sachez qu'on est aussi sur Spotify, sur Apple Podcasts, SoundCloud et sur YouTube. On est sur Twitter, c'est @2martini en lettres. Sur Facebook, entre2martini, avec un 2 pour le 2 martini. Et si vous voulez nous écrire, c'est entre2martini, tout en lettres, @gmail.com.
Et écrivez-nous si vous voulez poser des questions, passer vos commentaires, peu importe, participer. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ça, Tristan, aurais-tu un mot de la fin? Non, on dirait qu'aujourd'hui, je suis pas inspirant. Il n'y a pas de mots qui m'ont accroché dans notre discussion aujourd'hui. Alors, non, je sais pas. D'habitude, il y a tout le temps quelque chose qui me frappe. Puis là, non. Fait que je vais dire mentorat, en espérant que ça va être notre épisode de la semaine prochaine avec un invité. Hein. C'est bon. Ça va être mon mot de la fin. Hein. Merveilleux, on fait un suivi là-dessus. Fait que sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons matinées, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.